exécutif de Xylem qui va présenter le contrat SOR pour les années 2020 à 2022. Alors, avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Philippe Durand. Je suis le responsable de la structure et de la division Analytics au sein de Xylem France. Et également, je souhaite vous indiquer que vous avez un bouton qui s'appelle, dans la barre de tâches de ce webinaire, vous avez un bouton qui s'appelle Q et R, qui va vous permettre de poser toutes les questions que vous allez pouvoir rencontrer au cours de cette présentation qui va durer à peu près 1 heure. Ces questions seront archivées par Éléonore et on y répondra ensuite de façon à, je dirais, conserver cette présentation le plus fluide possible. L'agenda de cette présentation se divise en 3 parties. La première sera, je dirais, la présentation de Xylem et de sa division Analytics. La seconde consistera à une présentation des solutions retenues par la SOR pour le contrat cadre, et la dernière partie concernera le déploiement de celui-ci et les contacts que vous pouvez avoir au sein de la structure de Xylem. Donc, allons-y. La présentation donc, de Xylem. Xylem est une société multinationale présente sur les 7 continents qui a pour mission d'être un acteur majeur de l'eau dans les années à venir et de résoudre le challenge de la population et de nos clients face au transport, au traitement et à l'analyse de l'eau. De sorte avec, je dirais, avec des solutions le plus innovantes possible pour le futur. La tendance macro à laquelle Xylem doit faire face, c'est que la population est en croissance permanente depuis de nombreuses années, avec une urbanisation de plus en plus massive et une industrialisation également de plus en plus importante. Et bien évidemment, les conditions météorologiques et le changement climatique. Ces tendances macro font que Xylem doit s'adapter et passer d'un modèle d'industrialisation ou d'industriel de l'eau à acteur majeur de l'eau en regroupant ensemble 2 choses qui ne sont pas antinomiques. La première, c'est notre responsabilité économique et la deuxième, notre responsabilité sociétale. Alors pour faire face à pourquoi devons-nous mixer ces deux contraintes au sein du groupe Xylem et cela devient notre mission dès à présent et dans les années à venir, c'est que il y a une diminution constante de l'offre en eau puisque la quantité d'eau présente sur Terre n'a pas évolué et que, bien évidemment, l'accroissement des populations fait que l'offre, par contre, elle diminue. Également, dans certains pays, les infrastructures liées à la distribution de l'eau ou à son traitement sont fondamentalement inefficaces ou n'ont pas été, je dirais, développées, comme on peut, par exemple, le voir en France. Enfin, de par l'industrialisation massive, les ressources sont facilement contaminées et bien évidemment, il faut de par je dirais la quantité d'eau constante, faire en sorte de ne pas régler ce genre de problème. Et puis, bien évidemment, le réchauffement climatique auquel on fait face, tout ce qui est lié à l'industrialisation massive, fait que les populations font face à des situations de tension au niveau de l'eau ou bien tout simplement des événements climatiques. Alors, Xylem intervient, pour essayer de résoudre tous ces problèmes, Xylem intervient tout au long du cycle de l'eau, dans son suivi et sa transformation, puisque nous avons maintenant et à présent intégré des solutions pour tout ce qui est océanographie, lacs, rivières, eaux souterraines. Également, nous avons bien évidemment le cœur de métier de Xylem qui était au départ le transport, qui a été maintenant étoffé afin de devenir un acteur majeur de l'eau dans tout ce qui est traitement de l'eau, afin de l'apporter vers les populations qui vont le consommer, mais également pour le récupérer et le remettre dans le cycle de l'eau avec, encore une fois, traiter, analyser, restituer, ou traiter, analyser et transporter, selon les cas. Donc Xylem, encore une fois, se transforme d'un industriel en acteur majeur de l'eau et en
je dirais, en intégrant de plus en plus de solutions afin d'intervenir sur chaque cycle de cette transformation. Alors, nous avons intégré la philosophie d'intégration de ces marques Xylem et d'intégrer à chaque fois des acteurs majeurs dans leur domaine, avec une expérience pour certains de plusieurs siècles dans leur domaine. Donc, par exemple, on fera le point plus précisément pour la division analytique sur VTV et YSI, mais par exemple, VTV a été créé en 1945 et YSI a été créé en 1948, donc une grande expertise, et c'est là toute la force du groupe Xylem, c'est de regrouper des marques qui apportent réellement une expertise et des solutions avant-gardistes aux problématiques que peut rencontrer la population et nos clients. On va faire un petit point sur la division analytique. Donc, comme vous l'avez vu, Xylem est un multinational de 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Analytics est une division de Xylem qui fait 380 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2019, avec 13 usines réparties en Europe, 13 usines dans le monde, 6 usines aux USA, 7 usines en Europe, 6300 collaborateurs. Je vous ai fait un petit panégyrique en bas de l'ensemble des marques que nous pouvons proposer. Certaines sont connues en Europe, d'autres ne sont pas, sont peut-être plus connues aux États-Unis qu'en Europe, mais bien évidemment sous réserve d'un marquage HE, on peut les utiliser ou vous les proposer. Et chaque fois, ce sont encore une fois des marques reconnues au niveau mondial. Il faut savoir également que Analytics s'appuie sur des centres de recherche. Il y en a de mémoire 3 à travers le monde qui nous permettent également de regrouper toutes ces marques, regrouper toutes ces technologies afin de faire des solutions à façon et trouver les meilleurs développements pour nos clients. Également, de manière à simplifier un petit peu la répartition de ces marques, les gammes Analytics ont été regroupées en termes de catégories en 2 pôles, un pôle eau et environnement et un pôle laboratoire industrie, qui donne une visibilité peut-être un peu plus claire de comment sont répartis où sont les cœurs de métier de ces marques, mais en sachant que, bien évidemment, maintenant les frontières sont particulièrement ténues entre certains mondes et on peut retrouver. C'est le cas, par exemple, pour la gamme VTV. On peut retrouver VTV dans son cœur de métier, qui est le suivi des eaux usées eau potable, mais également avec des solutions qui sont destinées au monde du laboratoire et qu'on peut tout à fait utiliser, par exemple, en industrie agroalimentaire, ce n'est pas un problème. Idem pour YSI ou par exemple, pour SI Analytics, où on peut retrouver des titrateurs dans le monde de l'eau usée. Donc, toutes ces marques, en fait, sont corrélées les unes aux autres, mais de manière à vous donner une simplification, je dirais, et une visibilité assez simple de comment sont réparties les marques en termes de portefeuille au sein de Analytics. Il faut retenir que nous avons un pôle eau et environnement et un pôle laboratoire industrie dans lequel viennent s'insérer particulièrement bien ces marques, mais encore une fois, on peut passer de l'une à l'autre. Alors, les solutions maintenant retenues au niveau du contrat cadre SOR sont la gamme VTV et la gamme YSI. Donc, on va faire d'abord un premier point sur la gamme VTV avec, je dirais, les principes de la gamme VTV, où est-ce qu'on retrouve ces applications, où est-ce qu'on peut utiliser des systèmes VTV, leurs principes de fonctionnement, les instruments qui vont avec. Donc, les applications de VTV, on peut retrouver principalement VTV dans les eaux usées, dans l'eau potable, dans l'industrie, dans les eaux de surface et en aquaculture. Donc, si vous avez des clients ou des utilisateurs qui sont intéressés par les systèmes VTV, sachez que ce sont les grandes catégories dans lesquelles on peut les retrouver. Et on a toujours des solutions qu'on peut étudier par rapport à cette gamme de produits. Alors, l'instrumentation VTV couvre un large spectre, puisque comme vous l'avez vu, on peut faire de l'aquaculture, on peut faire de l'eau usée, de l'eau potable et de l'industrie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, VTV, pour la partie mesure en ligne, couvre tous les paramètres, je dirais, possibles en termes de mesures électrochimiques ou optiques par rapport, je dirais, à tout ce qui est analyse de l'eau.
Que ce sont des systèmes le plus robustes et le plus fiable possible, j'y reviendrai, et que l'on, je dirais, utilise des principes de transmetteurs avec reconnaissance automatique, c'est presque du plug and play. J'exagère parce que pour certains, il faut faire des opérations de calibration, mais on va dire les systèmes sont simplifiés au maximum. On va y revenir dessus. Mais également, VTV, comme je le précisais, propose des solutions pour le monde du laboratoire. Alors, par exemple, à l'heure actuelle, on en entend beaucoup parler, le traitement des boues Cholet, afin de permettre l'épandage des boues. VTV peut vous proposer des solutions de type multiparamètres, que je pointe ici, qui permettent de mesurer en ponctuel des paramètres tels que le pH, mais également l'oxygène dissous, la conductivité de l'eau et ce genre de choses. Vient compléter également, pour la mesure en laboratoire, je dirais la DBO 5, avec ce type de système, par exemple, ou bien les analyses spectrométriques avec des systèmes, soit, je dirais, que l'on pose en laboratoire de paillasse, soit des systèmes que l'on peut emporter pour faire nos mesures. Donc, pour la SOR, il a été intéressant de retenir cette marque-là parce que, par exemple, pour des steppes où on a des petites steppes à moins de 5000 équivalents habitants, il est peut-être plus préférable d'investir sur des multiparamètres, par exemple, pour faire de la mesure ponctuelle, plutôt que d'investir sur des mesures de système en ligne. Ou bien également, par exemple pour les boues Cholet, il est intéressant d'avoir ce portefeuille de solutions au catalogue. Donc, on va parler principalement des systèmes de mesure en ligne, parce que tout simplement les systèmes de mesure ponctuelle parlent d'eux-mêmes. Hein, on va dire c'est un boîtier sur lequel on vient connecter une sonde. Il y a peu de spécificités particulières à avoir, en tout cas quand il s'agit d'eau usée ou d'eau potable. Mais on pourrait bien évidemment détailler un peu plus ce genre de système si c'était nécessaire, mais par choix, j'ai orienté cette présentation vers la mesure en ligne. Donc si vous avez des questions sur les mesures ponctuelles, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors la philosophie, tout d'abord, un système VTV s'appelle un système IQ SensorNet, c'est le nom, je dirais, marketing du système, et il faut savoir que derrière ce nom-là se cache une philosophie. Tout d'abord, les composants d'un système seront toujours les mêmes. Il y aura un terminal contrôleur, un module, des câbles et des capteurs ou des instruments de mesure. Donc tout ceci, une fois que vous avez, je dirais, intégré un contrôleur, un module, un câble et un instrument de mesure, vous avez ce qu'on appelle un système chez VTV IQ SensorNet. La philosophie, c'est qu'on essaye de construire nos systèmes de la manière la plus modulaire, la plus versatile possible. D'accord, je vais revenir sur le principe pour vous préciser un petit peu ce que cela veut dire, mais également en ne faisant pas de compromis par rapport à la fiabilité et la robustesse. Je vais donner un exemple très simple. Il faut savoir que nos instruments sont fabriqués dans nos usines et sont testés un par un. Donc ça paraît peut-être, je dirais, un argument qui n'est pas sur lequel vous ne serez peut-être pas très sensible, mais il faut savoir qu'on ne fait pas de contrôle de nos instruments de mesure de manière globale, c'est-à-dire j'en prends 100 et puis j'en teste 10 et j'en déduis un niveau acceptable de qualité. Chez VTV, chaque instrument est contrôlé en sortie de chaîne de façon à être sûr qu'il répond aux critères de fabrication auxquels nous répondons. Ce qui permet d'avoir réellement des systèmes fiables, mais également robustes. Tous nos corps de sonde sont en acier inoxydable ou en titane, et bien évidemment, cela permet d'avoir des systèmes particulièrement résistants, que ce soit au dépôt de biofilm, par exemple, ou bien au choc, tout simplement. La modularité et la versatilité, c'est que ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les systèmes VTV, il faut que vous compreniez, vous imaginiez des systèmes de Lego. On peut empiler les uns sur les autres des modules. On peut relier des modules entre eux avec un seul contrôleur. Par exemple, on peut bien évidemment avoir des systèmes sans fil. C'est tout à fait possible. Et également, bien évidemment, on peut, je dirais, ne tirer
afin de relier les systèmes à une centrale d'acquisition, un SCADA, qu'un seul câble. Donc encore une fois, pourquoi modularité et versatilité? C'est ce principe de Lego qui permet de faire à peu près ce que l'on veut, mais également par exemple, si je prends un exemple pour les travaux neufs, vous avez une grande versatilité puisque pourquoi par exemple tirer trois câbles, si vous avez trois paramètres, trois 420 mA, alors qu'il vous suffit de tirer un seul bus industriel en un seul point avec une seule alimentation qui vous permet d'alimenter l'intégralité du système. Donc, je dirais, il faut retenir ça, c'est vraiment des systèmes très très modulables et qui nous permettent de répondre à quasiment chaque situation. Également, chose très très importante, tous nos terminaux et nos modules intègrent des systèmes anti-foudre. On sait que souvent les stations, par exemple, d'épuration sont pas au milieu des villes, mais on va dire un peu éloignées, et il suffit que la foudre tombe, on va dire, à proximité pour qu'une onde électromagnétique puisse, je dirais, endommager les systèmes. Chez VTV, nos systèmes sont réellement conçus pour avoir cette protection anti-foudre. Ça ne veut pas dire qu'on protège si la foudre tombe sur le système, hein, entendons-nous bien. C'est si la foudre tombe à proximité, il y a une réelle protection contre les EMP. Et également, les terminaux et les modules sont en IP66, alors que les sondes, si vous utilisez les câbles VTV, les sondes, une fois que le câble est connecté, offrent bien évidemment la protection anti-foudre et un IP68. On pourra bien évidemment être intégré dans les milieux de mesure. On va faire un point sur les transmetteurs maintenant, une fois que j'espère j'ai été assez clair sur le principe de fonctionnement. Donc encore une fois, le principe c'est un module, un terminal, des modules, un câble et une sonde. Maintenant on va voir plus précisément ce que j'appelle donc la partie transmetteur et module, puisque nous avons différents types de transmetteurs et de modules qui vous permettent de, je dirais, construire vos systèmes. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais très rapidement, il faut savoir qu'il y a un premier transmetteur qui s'appelle le système 2020, qui est le plus modulable et le plus versatile, qui permet de mesurer jusqu'à 20 paramètres en parallèle. Alors, le principe de fonctionnement est le même, et celui-ci, c'est que vous avez des modules sur lesquels vont venir se connecter les sondes et votre utilisateur peut se trimballer dans sa STEP, dans sa station d'épuration ou dans son usine avec une tablette qu'il va venir connecter à un module et une fois qu'elle est connectée à un module, il va pouvoir voir l'intégralité de son système sans forcément être à proximité de la sonde, par exemple, qu'il souhaite mesurer. Il peut très bien se connecter sur ce module-là qui a, je dirais, deux sondes, par exemple, une sonde de pH et une sonde d'oxygène dissous, mais voir les deux autres sondes qui sont ici sans aucun problème. Également, ce type de système permet la connexion à un SCADA. Tous nos systèmes permettent de faire des connexions à un SCADA via un bus industriel ou des 420 mA. Je dirais ça assure la remontée d'informations vers un système centralisé permettant le pilotage. Également peut être ajouté des modules sans fil, d'accord. Et j'illustre ici le principe de Lego, c'est que on peut, selon vos besoins, on peut empiler des modules les uns les autres pour qu'à un point particulier, on puisse répondre réellement à vos besoins. Que ça soit d'extension, par rapport à des sondes ou par rapport à des relais, on peut tout à fait faire ça. Donc, retenez, le système 2020, c'est le plus versatile, une vingtaine jusqu'à 20 paramètres et je dirais des possibilités d'extension sans difficulté. On va passer maintenant à d'autres transmetteurs qui répondent peut-être, on va dire, moins. Là, le système 2020 peut être pour du travaux neuf avec des grandes installations. Ensuite, on a des transmetteurs qui correspondent plutôt, je dirais, à du besoin standard, tel qu'on le trouve sur le marché. Ce sont les systèmes qu'on appelle DIQ, donc DIQ. Ce qui est important de retenir, c'est que le 282 correspond à 2 sondes maximum et le DIQ 284 correspond à 4 sondes. Donc, par rapport à certaines solutions que vous trouvez sur le marché, où vous avez que 2 sondes ou 6 sondes, nous on offre un intermédiaire qui est peut-être un peu plus viable. Le principe des systèmes DIQ, pourquoi je dis c'est un peu plus ce qu'on va utiliser couramment, c'est qu'en fait vous avez à la fois le terminal et les modules qui sont couplés. Donc c'est un boîtier sur lequel vous avez un écran
qui va vous permettre de visualiser toutes vos données. Et derrière vient se plugger un module qui va vous permettre d'avoir toutes les sorties analogiques ou relais dont vous avez besoin. Mais également, si vous avez besoin de la même chose avec un bus Internet, un bus Profinet, par exemple, ou un bus Ethernet, ou un Modbus et un Profibus, il suffit que, je dirais, on spécifie bien le besoin ensemble et on est capable de vous proposer ce boîtier qui va répondre spécifiquement à uniquement 2 sondes, un ensemble de sondes, et je dirais qui va venir, par exemple, si vous avez besoin d'un Ethernet, se connecter facilement. Donc encore une fois, on retrouve toujours les spécificités de l'IP68 pour les sondes, de l'IP66, de la production assez foudre. Tout ça, c'est valable pour tous nos systèmes. Mais il faut savoir que ces transmetteurs-là ont 2 sondes ou 4 sondes et sont donc, je dirais, les plus utilisés, par exemple, en exploitation, si vous voulez rajouter des modules lors de votre exploitation. Bien évidemment, j'ai oublié de le dire, sur le système 2020 et sur les systèmes 282 et 284, nous n'avons pas de limitation d'instruments de mesure que l'on peut connecter. On peut connecter tous les instruments de mesure que vous souhaitez et qui sont à notre disposition sur ce type de système. J'ai enfin ce que je dirais les offres liées plutôt à un seul paramètre et plutôt liées à des stations d'épuration, on va dire, avec un besoin d'un seul paramètre et peu de versatilité. Ce sont les systèmes qu'on appelle DIQ 181. Donc, encore une fois, c'est un transmetteur avec un module complémentaire collé derrière qui ne gère qu'une seule sonde, sonde à câble moulé. Donc, ça veut dire que vous perdez la versatilité de pouvoir, par rapport au câble, visser et dévisser n'importe quelle sonde. Là, les sondes sont à câble moulé. Donc, une fois que la sonde est installée, on est obligé de démonter le câble avec, si on doit démonter la sonde. Donc, on va dire une perte un petit peu de modularité et de versatilité. Et qui ne gère que des paramètres, on va dire, standards, qui sont le pH, la redox, l'O2 en mode optique ou en ampérométrique et la conductivité et la turbidité. Donc vraiment, je dirais, c'est une offre d'entrée de gamme qui est assez efficace, mais je dirais, vous perdez en versatilité. Enfin, on va terminer par les transmetteurs analogiques qu'on va plutôt retrouver sur la partie eau potable, puisque ces transmetteurs analogiques nous permettent d'avoir tout ce qui est mesure de chlore libre et de chlore total. Donc voilà pour les transmetteurs. Les instruments de mesure qui ont été retenus au contrat 4 de la SORF sont, donc vous avez le nom, je dirais, du système, qui est par exemple la Sensolite 700 IQ pour le pH et la redox. Les avantages de cet équipement-là sont que, je dirais, d'abord, vous êtes indépendant au maximum, puisqu'il suffit de remplacer la sonde, ou plus exactement l'électrode de pH, une fois que celle-ci est utilisée. Et je dirais, c'est une opération qui est très très standard et très simple à faire. Également, je dirais, les armatures, donc les sondes Sensolite, ont un signal préamplifié qui permet d'avoir une stabilité de la mesure, je dirais, importante par rapport à la mesure de pH. Et bien évidemment, le fait d'avoir des sondes que l'on peut déplacer, qui sont du plug and play, si vous devez faire votre calibration en laboratoire, vous pouvez très bien dévisser votre sonde de l'endroit où vous avez votre mesure, la prendre sous le bras et aller dans votre laboratoire, avoir un module complémentaire ou bien un câble qui vous permet de mesurer de connecter votre sonde, et vous pouvez très bien faire votre calibration en laboratoire et revenir sur in situ pour faire les mesures. Donc, ce que j'ai dit pour le pH est valable également pour le redox, c'est le même principe. Les sondes d'oxygène dissous. Donc les sondes d'oxygène dissous, je dirais, l'un de nos principaux avantages, c'est que l'on va utiliser une lumière verte, là où la plupart des instruments que vous allez trouver utilisent plutôt une lumière bleue. Donc ça veut dire que la fréquence de cette lumière étant beaucoup plus basse, l'excitation de la teinture qu'on utilise pour faire de la mesure d'oxygène dissous par fluorescence est beaucoup moins importante, ce qui fait que le remplacement des capsules de mesure
se fait de manière beaucoup plus lente, puisque on a certains clients qui échangent parfois tous les 2 ans. Bien évidemment, tout dépend de l'utilisation, mais on a des taux de renouvellement qui sont beaucoup plus faibles. Donc là, également, une diminution de vos consommables qui peuvent être assez intéressants. Également, un point qui est intéressant et à noter, c'est que les cellules de mesure sont inclinées à 45 degrés, ce qui évite dans les bassins d'aération d'avoir des bulles d'air qui viennent se déposer sur l'instrument de mesure et qui pourraient fausser cette mesure. Ce n'est pas le cas avec une inclinaison à 45 degrés. Les bulles d'air vont avoir tendance à glisser sur la cellule de mesure et tout simplement ne pas venir perturber cette mesure. Enfin, pour terminer sur cet instrument-là, le chemin optique n'ayant pas de partie mobile, il n'y a pas de calibration à faire et la calibration est intégrée en fait à chaque capsule. Donc chaque fois que vous changez les capsules de mesure, la calibration est automatiquement faite et rechargée par le système. Donc pas besoin de calibrer ce type d'instrument. La conductivité, là c'est du grand standard, il y a peu d'arguments à présenter. C'est des cellules, on peut présenter des instruments de mesure de conductivité à 2 ou 4 cellules selon le cas. Là, rien de très particulier, c'est du grand classique et on va retrouver ces mesures en eau potable ou en station d'épuration. Je vais passer assez rapidement sur ce type d'instrument. Là où je dirais également, là où je pense que nous avons également un point de différenciation assez notoire, c'est sur la turbidité. La turbidité, nous intégrons à l'intérieur de nos sondes des systèmes de nettoyage par ultrasons. Alors bien évidemment, il faut corréler ça au débit de l'effluent dans lequel vous allez placer je dirais, ce type d'instrument. Si le débit est trop faible, le nettoyage par ultrasons ne permettra pas, je dirais, un nettoyage correct et à terme, vous risquez d'avoir un dépôt de matière sur le chemin optique. Mais si vous avez un débit tout à fait standard, le nettoyage à l'ultrason est largement efficace et permet d'avoir une mesure d'effélométrique particulièrement précise. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons pas, par exemple, de parties mobiles sur ce type de système. Et une fois qu'ils sont installés, il n'y a pas de raison particulière, sauf panne, de les nettoyer ou de les remplacer, mis à part ce que nous préconisons, à savoir un nettoyage au moins une fois par an pour s'assurer que le système fonctionne bien. Donc encore une fois, ici, modularité, versatilité, fiabilité, robustesse. Très clairement, nous avons des systèmes qui tournent sur ce type d'installation de turbidité, ça fonctionne particulièrement bien. Juste faire attention à, je dirais, la mesure de débit, ne pas l'installer dans un endroit où il y a des débits trop faibles. Cela pourrait bien évidemment léser la mesure et le système d'administration ne pourra pas compenser. On va rapidement également parcourir les solutions de mesure de NH4 et de NO3 par sélection d'ions. Donc ça, c'est également quelque chose qui a été retenu par la SOR. Donc ce type de sonde va plutôt être à préconiser sur des équivalents habitants de 5 à 10 000, au-delà et au-delà. En dessous, très clairement, le gain par rapport à ce type d'installation n'est pas forcément visible. Je m'explique. Ce type de sonde va être plutôt préconisé pour des gains indirects, puisqu'elles permettent la mesure particulièrement précise du NH4 et du NO3 dans les cycles de nitrification et dénitrification dans les bassins d'aération. Et d'avoir un pilotage particulièrement fin des cycles d'aération et donc une réduction des coûts énergétiques de la STEP. Quand on sait que 50% des coûts d'une STEP, c'est l'énergie, le fait de bien mesurer le NH4 et le NO3 permet, je dirais, d'avoir une réduction de ces coûts et d'avoir des gains de productivité indirects. Donc, on a un investissement qui est un peu important. Ce sont des sondes quand même un peu plus chères que, par exemple, ce que l'on retrouve normalement, le pH, la redox et la FDO. Mais enfin, on compense cet investissement par des réductions de coûts, sous réserve, bien évidemment, que
ces sondages soient installés correctement et tous nos experts sont là pour aider à ce type d'installation et générer des gains indirects. Également pour des mesures encore plus précises d'ammonium, par exemple, ou d'orthophosphate, nous avons nos analyseurs également ELISA qui permettent, je dirais, de mesurer soit des quantités de NH4, des concentrations de NH4 assez faibles, voire très faibles, soit tout ce qui est orthophosphate pour l'adjonction lorsque vous ajoutez du chlorure ferrique, par exemple, dans vos process, et avoir une idée de la mesure et des rejets que vous faites par rapport à ceci. Alors, sans rentrer directement dans la technique, il faut savoir que, en fait, tout le cœur du système se trouve au niveau de la valve multiport, qui est en fait une création de VTV, brevetée, qui permet de réduire drastiquement la consommation de réactifs. Donc, en plus de, je dirais, vous offrir des mesures précises sur des paramètres tels que le NH4 et les orthophosphates, le principe de cette valve, c'est de réduire au maximum l'utilisation de réactifs ou de solutions de nettoyage. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une mesure toutes les 10 minutes, les premières générations, on était à 60 ml par jour de nos analyseurs, les premières générations qu'on appelait les 13 connes. Les deuxièmes générations qu'on appelle les P700 IQ, on était plutôt aux alentours des 10 millilitres. Et là, maintenant, on est à 1 millilitre de réactif. Donc, grosso modo, entre nos premières générations et cette génération-là, on a réussi à réduire par 6 les consommables liés à cet équipement-là. Et je dirais, si on pouvait faire un lien direct et une linéarité entre les factures liées aux consommables et la consommation, on dirait qu'on pourrait réduire par 6 les factures, mais ce n'est absolument pas le cas. Mais je dirais, il y a vraiment un gain de productivité par rapport à ce type d'équipement, par rapport à la consommation des réactifs. Également, nous avons travaillé sur la sécurité, puisque de plus en plus, les intervenants en station d'épuration ou en station d'eau potable ont de moins en moins de temps pour intervenir sur les systèmes. Donc, nous avons simplifié et agrandi la sécurité des utilisateurs en mettant toutes les solutions nécessaires de nettoyage dans des poches plastifiées. Voilà, pour faire un pendant dans ce que vous connaissez, ça ressemble un petit peu à des poches agroalimentaires, par exemple, dans lesquelles vous avez des compotes de pommes, sauf que là, c'est des produits chimiques, et il suffit de, je dirais, venir plugger ces poches dans le système pour que, tout simplement, les mesures se fassent. Donc, votre utilisateur travaille en toute sécurité, il n'y a plus de contact avec les produits chimiques, et également, je dirais, le système, tout simplement, prévient. On est capable de prévenir par rapport au nombre de cycles de mesures qu'il reste à faire. Donc, vous pouvez intervenir. Vous n'êtes pas obligé de surveiller constamment votre système. Vous pouvez le laisser tourner et puis il va vous envoyer une alerte quand il faudra remplacer tout simplement les poches. On va terminer avec les sondes spectrales UV visibles, qui sont en fait des mesures donc, de paramètres type DCO, nitrate, nitrite, mais sans réactif. Donc, je dirais, il en existe de différentes sortes, puisqu'on peut les placer en entrée, on peut les placer en sortie de station d'épuration. Mais le gros avantage de ce type de système, sous réserve d'une étude particulière, c'est que vous pouvez avoir une seule sonde qui mesure, je dirais, jusqu'à 7 paramètres ou 8 paramètres, sans réactif, et une fois qu'elle est posée, vous avez, je dirais, un système opérationnel sans intervention de votre part. Également, ce qui est important de retenir, c'est que, comme pour la turbidité, ces sondes-là intègrent des systèmes de nettoyage à ultrasons des chemins optiques qui peuvent être couplés selon le cas à des systèmes d'injection par air comprimé et qui permettent d'assurer la parfaite propreté du système de mesure et du système optique afin d'avoir les résultats les plus fiables. On va passer maintenant sur la gamme YSI. Donc, j'ai terminé ce rapide coup d'œil sur les solutions qui ont été retenues
ou en tout cas les principales solutions qui ont été retenues sur la gamme VTV par la SOR. Bien évidemment, on peut rentrer plus dans les détails techniques. Si vous avez des questions, j'y répondrai, mais sinon, nous aurons l'occasion certainement d'en discuter au fur et à mesure du développement de ce contrat cadre. Je vais terminer sur la gamme YSI, qui est une demande que l'on rencontre de plus en plus souvent de la part des communautés de communes ou des exploitants de stations d'épuration, qui est la mesure en station d'alerte, en amont et en aval des stations d'épuration, de façon à, je dirais, avoir un ordre d'idée de la qualité de l'eau qui rentre à l'intérieur de la station d'épuration et de la qualité d'eau qui en ressort. Donc là, nous avons des solutions spécifiques qui sont les sondes EXO. Je ne rentrerai pas dans le détail de tous les produits, mais sachez qu'on peut avoir des sondes qui peuvent accepter 4 capteurs, 6 capteurs selon les cas. L'un des gros avantages, c'est que ces sondes-là sont entièrement autonomes. Elles fonctionnent sur pile, elles peuvent être connectées, elles fonctionnent sur pile et elles peuvent être connectées via des petits boîtiers adaptateurs vers des systèmes d'acquisition de données type SCADA. Et je dirais bien évidemment, encore une fois, fiabilité, robustesse et je dirais versatilité, puisqu'on peut mesurer tous les paramètres que l'on peut retrouver cette fois-ci dans de l'eau de rivière. Voilà, les pH, redox, conductivité, les O2, mais également les nitrites, les nitrates, tout ce qui est algues. Et également, nous vous proposons des solutions autonomes, puisque nous pouvons maintenant vous proposer ce type de sonde que l'on accroche à des bouées et qui permettent de faire de la mesure en rivière, in situ, avec de la télémétrie qui vous permet de remonter les informations vers SCADA, donc d'avoir une vision précise de ce qui se passe en amont et en aval dans les steppes et chez vos clients. Le déploiement du contrat cadre, eh bien tout simplement, comme je le disais, sort à valoriser vraiment la proximité du groupe Xylem avec ses 10 agences, mais également la technicité des solutions, comme vous avez pu le voir, et le fait que chacun de vos contacts commerciaux habituels que vous connaissez, sans doute pour les pompes, est appuyé par un vendeur spécialisé Analytics qui pourra avec le TCI, étudier votre demande et vous apporter la meilleure solution et faire du sur-mesure grâce à la versatilité des systèmes. Donc maintenant, les prochaines étapes de ce déploiement et de ce contrat cadre, c'est que maintenant que nous sommes référencés dans la structure SOR et qu'il y a une liste de prix standard qui a été émise auprès des services d'achat centraux, je dirais, vous allez conserver votre interlocuteur, celui-ci va venir vous voir accompagné ou pas d'un expert analytics et commencer la conversation avec vous afin de faire connaître nos solutions, également voir comment est-ce que nous pourrions essayer de travailler ensemble. Et également, vous avez tous les personnels en agence qui sont à votre disposition pour répondre à vos demandes et qui restent vos premiers contacts au sein du groupe Xylem. Je terminerai cette présentation en vous listant l'intégralité des agences du groupe Xylem France, avec, je dirais, leur adresse, que vous pouvez facilement retrouver sur notre site internet, et également, je dirais, la carte de France des experts analyse par région et par département, afin de rentrer en contact avec eux si nécessaire. Voilà. Cette présentation a duré à peu près 3 quarts d'heure. Il nous reste maintenant un quart d'heure pour les questions et les réponses. Donc, je vais passer à Léonore. Je ne sais pas si nous avons des questions et des réponses à fournir. Oui, alors, tout à fait. Donc, j'ai quelques questions-réponses à la fois dans le chat et je suis en train de tous vous dénoter. Donc, dès que j'ai fini de lire les questions dans le chat, je vous laisserai parler, mais gardez bien votre micro en mute, s'il vous plaît. Donc, Philippe, nous avons une première question. Est-ce que chaque instrument est vendu avec son certificat de test? Sinon, est-ce une option proposable? Alors, certificat de test, est-ce que la personne qui a posé la question peut préciser ce qu'elle entend par certificat de test? C'est-à-dire le certificat en sortie d'usine ou bien un certificat de calibration? Ok, alors, Simon, je te laisse parler. Vas-y, tu peux normalement.
Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, on t'entend. Ok, super. Ouais, la question, alors, tu parlais tout à l'heure du certificat de test, enfin, que chaque instrument a été testé en sortie de fabrication. Oui. Est-ce que ce certificat, du coup, est inclus avec la fourniture Non. de l'instrument? Alors, non, on ne fournit pas les tests que l'on fait ils restent à l'usine, d'accord? Si on parle des tests qui sont passés par rapport au contrôle de la sonde, ils restent en usine, hein, les tests de qualité restent en usine. Par contre, on peut très bien, je dirais, voir par rapport à la certification de la sonde, hein, par rapport au contrôle, par exemple, de la calibration, ce genre de choses, et c'est sur demande. Ok, sur demande. Et oui, tu parlais tout à l'heure du certificat d'étalonnage, ça aussi, c'est une bonne. Du coup, Oui. je me permets de poser la Alors, question, c'est une option. alors, tout dépend le type d'équipement. Parce que par exemple, il y a des équipements tels que le pH ou les sondes ISE où fournir un certificat n'a pas de sens, dans le sens où il faut faire la mesure in situ. Et c'est pour ça que je disais, par exemple, pour une sonde de pH, il faut faire la calibration en laboratoire, mais par exemple, pour une sonde de sélection d'ion, il faut faire également la calibration in situ parce que l'effluent dans lequel on va faire la mesure a sa propre matrice et elle ne peut être connue qu'au moment de l'installation. Donc, sur la partie, je dirais, pH par exemple et ISE, ça n'a pas de sens. Sur les FDO, de mémoire, je pense qu'ils sont fournis avec, c'est-à-dire qu'il y a un certificat concernant la calibration sur les capsules. Et par rapport à la turbidité, comme c'est un chemin optique, il n'y a pas de certification, mais le client peut faire sa propre certification s'il a à disposition les équipements nécessaires et notamment le réactif ou j'ai perdu le nom de l'équipement qu'on utilise, Formazine, je crois, voilà, pour faire sa propre calibration. Donc, pour répondre à ta question, les seules certifications qu'on va donner vont être par rapport au chemin optique, par exemple des sondes FDO et de turbidité. Pour tout ce qui est pH, redox et ISE, ça doit être fait sur site et ça ne peut pas être, un certificat de calibration n'aurait pas de sens. Ça répond à la question, oui. Ouais, super. Merci beaucoup. Ok, parfait. Question suivante. Les Chembags sont-ils des fournitures prévues au contrat? Alors, de mémoire, oui. Il y avait tellement de références que ça me surprendrait qu'on les ait oubliées. Mais de toute façon, oui, c'est un consommable qui vient avec les analyseurs. Et de toute façon, si la liste de prix ne les intégrait pas, ce qui me surprendrait, mais pourquoi pas, un oubli est tout à fait possible. On les rajoutera au fur et à mesure, mais un prix a été déterminé pour ce type de consommable. Tout à fait. D'accord. Thierry, si ça répond à la question. Ensuite, nous avons une question de Fabrice sur les modules filaires, possibilité de l'upgrader en version radio. Les modules filaires, alors non, les modules filaires ne peuvent pas être upgradés en version radio. Les modules radio sont en fait des modules séparés. Et donc, si, je dirais, le client veut, c'est pour ça qu'il faut bien spécifier au départ les besoins. Si le client veut utiliser un module radio, il ne peut pas upgrader un de ces modules filaires. Il est obligé de prendre un module radio à part. D'accord. On a aussi une deuxième question de Fabrice. La plupart de nos concurrents ne proposent que des sondes moulées. Oui, tout à fait. Okay. Les sondes de nos concurrents, que ce soit HAC ou André Hauser, pour ne pas les nommer, à la différence de nos systèmes, c'est un point très très important à signaler. Je vais peut-être pas assez insister dessus. Mis à part les transmetteurs DIQ 181 qui sont compatibles uniquement avec des sondes à câble moulé, toutes nos sondes sont à câble non moulé, donc vissables. Ce qui permet une grande versatilité de transport.
On délite la sonde, on peut l'intégrer sur un autre système ailleurs, ça ne pose aucun problème, c'est du plug and play. La plupart de nos concurrents n'ont pas cette versatilité ou cette modularité. Ok, parfait. Et Fabrice, tu posais aussi une question sur l'échange standard de sondes. Peut-être que tu peux préciser à Philippe. Oui, qu'est-ce que… Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, bonjour. Donc effectivement, ouais, salut. Ma question, on parlait d'étalonnage ou ainsi de suite. Donc en fonction de sondes qu'on aurait, que la source, ça serait équipé au fur et à mesure des années, il y a un échange standard, il y a une maintenance, enfin voilà, un peu ouverte et globale. Si je comprends bien ta question, elle est dans le cadre de dire j'ai une sonde qui tombe en panne, Oui. et grosso modo, pour ne pas arrêter l'exploitation, est-ce que l'on peut faire un échange standard ou traiter une sonde de façon ça peut être une des questions, mais ça peut être aussi dans le temps, y a-t-il de la maintenance à faire sur ces sondes-là? Et dans ce cadre-là, on envoie et y a-t-il un échange standard, quoi? D'accord. Alors, je dirais, tout dépend le type de sonde. Il y a bien évidemment, on va traiter le côté panne en dernier, puisque là c'est un retour SAV automatiquement. Et je dirais de ce côté-là, si nous avons à disponibilité une sonde que l'on peut prêter pour que le client continue son exploitation, on l'a fait. Je vais parler d'expérience. Je l'ai fait sur la SOR de Brigny. La STEP de Brigny, où ils avaient une NO3, une sonde ISE, une sonde à sélection d'ion NO3 qui est tombée en panne, qui n'était pas fonctionnelle. On a pu leur remplacer pour qu'ils puissent continuer à faire leurs mesures. Et le temps qu'on fasse l'expertise de savoir pourquoi elle était tombée en panne. Bien évidemment, sous réserve qu'on en ait en stock et qu'on puisse le faire. Maintenant, après, je dirais sur la question de quelles sont les maintenances et quels sont que se passe-t-il en tout cas quand il y a un problème? Premièrement, je vais faire une réponse un peu de Normand, c'est tout dépend de la sonde. Il y a des sondes, une fois qu'elles sont installées, je prenais par exemple la conductivité, la turbidité, ou même, je dirais, une sonde UV visible. Une fois qu'elles sont installées, je dirais, il y a peu ou pas de maintenance à faire dessus. Une fois que c'est installé, c'est fonctionnel. Et je dirais, si c'est bien installé, qu'on a bien étudié les choses avant, il n'y a pas d'intervention à faire. Sur des sondes type pH, redox, FDO, le client est à même de faire les premières interventions, c'est-à-dire le remplacement de l'électrode, de pH ou de redox, ou bien de démonter la partie capsule de la sonde de FDO, il peut très bien le faire. Voilà. Après, il y a des appareillages, comme par exemple, j'ai insisté sur les sondes ISE ou les analyseurs, où là, il va falloir vraiment une étude spécifique par rapport à la matrice et par rapport à l'endroit où on va installer la sonde. Et je dirais, le fait de déplacer la sonde ou l'analyseur, ce qui est un peu plus rare, sera peut-être un peu plus complexe. Voilà. Et en cas de panne, bien évidemment, là on parlait de maintenance standard, c'est-à-dire remplacement d'électrodes, remplacement de capsules, par exemple, pour le DO. En cas de panne, bien évidemment, le retour se fait dans les ateliers de Nanterre, et à l'heure actuelle, le centre, je dirais, technique, expert, analytics, et sur lequel on a des techniciens qui interviennent maintenant sur les systèmes de façon à pouvoir les réparer. Et si jamais il y a un retour usine nécessaire, c'est eux qui s'en occuperont. Et bien évidemment, je parle hors garantie, puisque je dirais les matériels sont garantis 2 ans. Donc si c'est en période de garantie, il y a un remplacement standard de la sonde, bien évidemment. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Merci. On va prendre une dernière question. Alors, Méalia avait une remarque par rapport à la consommation de réactifs avec l'ANISA. Méalia, si tu veux poser ta question en direct, ce sera plus simple que je comprenne bien ta demande. Méalia, tu es en mute. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Super. Oui, excuse-moi Philippe, c'était juste pour par rapport à la Trescon qu'on était en consommation de réactifs à 60 ml. Et là, du coup, avec l'ANISA, on a 1 ml. Donc, ce n'est pas une réduction de 6, mais de 60. C'est une réduction de 60. Voilà, c'est tout.
C'est une très très bonne remarque. C'est vrai que dans la logique de la chose, c'était pas 60, c'était pas 6, c'était 60. Voilà. Tout à fait. En tout cas, c'est une réduction très très importante du consommable. C'est ça. Parfait. Merci. Merci Nadia d'avoir noté et relu ça. Si l'un d'entre vous veut poser encore une dernière question, on a 4 minutes avant de clôturer. Sinon, on vous remercie. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, Philippe, donc tu peux clôturer si tu le souhaites. Merci, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Philippe. Merci à Dernière question.